À la une de cette édition, la Banque africaine de développement a annoncé la réalisation d'une route Abidjan-Lagos longue de 1030 km. L'infrastructure va coûter 15,1 milliards de dollars. Citec Group, entreprise dans le secteur du numérique et de l'innovation, a débuté officiellement son aventure entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Le groupe a ouvert son siège dans la commune de Cocody. À voir également dans cette édition, le ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire et l'Union européenne lancent une étude pour améliorer les conditions de travail des journalistes de la presse écrite. La presse écrite éprouve des difficultés de divers ordres en Côte d'Ivoire. Et puis l'institution Raji Anne-Marie Irma de Grand Bassam a lancé officiellement sa rentrée scolaire 2023-2024. Les responsables de l'institution ont présenté aux élèves et à l'administration leurs attentes pour cette année scolaire. Bienvenue à tous pour le journal sur Business 24 Africa. Une route longue de 1030 km va bientôt relier la Côte d'Ivoire au Nigeria. 5 pays de l'Afrique de l'Ouest bénéficieront de cette infrastructure. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Les travaux démarreront en 2024. L'infrastructure coûtera 15,1 milliards de dollars et la Côte d'Ivoire a été choisie comme point stratégique du projet. C'est ce qui ressort de la table ronde organisée à Abidjan par la Banque africaine de développement et ses partenaires financiers. Djekou de Silva, Augustin Kra, commentaire Zeynab Dosso. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Selon les spécialistes, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne a chuté de 3,6% en 2022 contre 4,1% en 2023. Elle devrait descendre à 3,1% en 2024. Il faut donc agir et rapidement, d'où la construction d'une route de 1030 km pour les pays de la CEDEAO. D'un coût global de 15,1 milliards de dollars, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest bénéficieront de cette route. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Nous sommes là aujourd'hui pour poursuivre les discussions déjà entamées depuis fort longtemps sur le corridor Abidjan-Lagos, qui est vraiment un corridor stratégique, comme ça a été rappelé tout à l'heure, qui va renforcer l'intégration régionale, développer le commerce davantage, créer des emplois et renforcer l'industrialisation sur toute la côtière africaine qui va jusqu'à Dakar. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment discuter avec les partenaires pour accélérer la mobilisation des ressources pour le financement de ce corridor autoroutier et aussi rencontrer tous les partenaires au développement pour mobiliser les efforts qu'il faut pour accélérer l'implémentation physique de ce corridor. Comme l'a dit M. Mike Salo de la BAD, c'est un projet structurant de 1030 km qui va d'Abidjan jusqu'à Lagos. Quasiment maintenant, nous avons terminé toutes les études. Tout ce qui est activité préparatoire, nous sommes dans la phase de la mobilisation des ressources. Vous savez, pour mobiliser les ressources, il faut montrer qu'un projet est viable. À cette table ronde organisée par la Banque africaine de développement étaient présents les partenaires financiers. Nous sommes premiers de financiers pour l'étude pour ce moment, l'étude pour cette des projets de transport de plus importants de la région de l'Afrique de l'Est. L'engagement de tous les États, de la Commission, de la CEDEAO et des partenaires techniques et financiers a permis de faire progresser le stade des études. Selon les experts, les travaux de conception et les études d'évaluation environnementale devraient être finalisés et les appels d'offres du projet lancés à la fin de l'année 2022-2023. Toujours au sujet de la protection de l'environnement et du développement durable, ACV-CSC International a organisé ce 26 septembre 2023 un séminaire continental qui a réuni des organisations syndicales de l'Afrique de l'Ouest et centrale autour
des transitions justes et vertes ainsi que de l'avenir du travail. Objectif, renforcer les capacités des acteurs syndicaux sur l'importance du dialogue social comme outil de mise en œuvre de la transition juste et les outiller à mieux comprendre les rôles qu'ils ont à jouer face aux défis environnementaux. Walter Kofi, Tima Traoré. La problématique du changement climatique était une fois de plus sur la table lors d'un séminaire qui a réuni 11 organisations syndicales de l'Afrique de l'Ouest et centrale autour du thème « Transition juste et verte et l'avenir du travail ». Il s'agissait pour l'ACV-CSC International, initiateur de ces travaux, de renforcer les capacités des acteurs syndicaux sur leur contribution à l'action climatique et de montrer le rôle fondamental du dialogue social dans la réalisation d'une transition écologique juste en tenant compte du contexte africain. Dans des conditions très difficiles, cela affecte bien évidemment les travailleurs, leurs familles, les communautés. Pour faire face à ces impacts, il est nécessaire de changer notre façon de travailler, de vivre, de produire et de consommer. Il existe ainsi des solutions d'adaptation dans toutes les régions et tous les secteurs. Notre présence à ce séminaire n'est pas anodine. Nous faisons partie de celles et ceux capables d'apporter un dynamisme d'écologisation de l'économie mondiale et surtout en Afrique. Ce séminaire continental a été l'occasion d'échanger entre acteurs syndicaux, d'identifier les opportunités, les enjeux et les défis d'une économie verte, mais aussi un partage d'expériences sur le modèle belge en matière de négociation et développer des propositions pour établir la relation entre la transition juste et verte et l'avenir du travail. Le séminaire qui nous réunit ce jour, qui s'inscrit dans cette dynamique avec pour thème transition juste et l'avenir du travail, rôle du dialogue social, donne une belle opportunité à des discussions approfondies sur la question. Mesdames et messieurs, honorables invités, la transition juste désigne l'action de rendre l'écologie plus verte, d'une manière qui soit aussi équitable et inclusive que possible pour tous. L'avenir du travail se joue activement dans un tel contexte, et c'est pourquoi il est judicieux d'impliquer le dialogue social à cette dynamique pour rendre encore plus inclusif le processus de changement. Notons que la mission première du programme ACV-CSC International est de promouvoir la mise en œuvre du travail décent dans des entreprises et multinationales actives. Elle vise à représenter solidairement les intérêts individuels et collectifs des salariés du monde entier, une justice sociale avec une redistribution plus équitable des richesses. La question du changement climatique est l'une des questions majeures qui touchent le monde et toutes les couches sociales sont concernées. Afin d'adresser les questions relatives au changement climatique, un atelier qui porte sur le plaidoyer SMART se tient à Abidjan du 25 au 29 septembre 2023. Il a pour objectif l'élaboration du plan de plaidoyer, des stratégies et des activités à mener sur l'étendue du territoire ivoirien par les acteurs clés. Anja Sémian et Richard Akiki. C'est un atelier qui n'est pas sa première réalisation en Afrique. Après le Niger, l'atelier de plaidoyer SMART se déroule à Abidjan. C'est utile pour l'intégration des questions de population, environnement et développement dans les politiques, consiste en un renforcement de capacités techniques des décideurs politiques de cette approche. Le plaidoyer SMART est un plaidoyer qui consiste à un renforcement des capacités des populations d'abord, à leur permettre de mieux percevoir le problème et de les aider à pouvoir mieux adresser ces problèmes. Le plaidoyer SMART est un outil qui a été utilisé au Niger. Donc la Côte d'Ivoire et le Niger ont déjà des similitudes à partir du moment où nous sommes dans la même région africaine. Ce programme qui s'inscrit en droite ligne de la promotion du développement durable tend à rimer démographie, protection de l'environnement et développement économique. Pendant 5 jours de rencontres, cet échange d'expertise définira les questions prioritaires de plaidoyer en matière de politique nationale et cartographiera les principales parties prenantes avec lesquelles collaborer. Donc nous aurons des experts ivoiriens formés à partir d'aujourd'hui qui vont aller dans l'espace
CEDEAO, pour ne pas dire au Nigeria par exemple. Ils vont aller au Togo, ils vont aller au Bénin pour parler de leur expérience, des acquis qu'ils auront à travers ces 5 jours de formation et pour que la Côte d'Ivoire soit fortement la vitrine de cette expérience. Le suivi se fera de façon routinière. Je vais dire, le suivi, on va le faire au fur et à mesure avec les participants qui sont ici. Nous resterons toujours en contact avec eux et cet atelier nous permettra de voir si l'intégration effective des questions d'environnement, de population et de développement ont été prises en compte dans nos lois, dans nos politiques. Ce sont 18 participants de ministères clés et d'organisations de la société civile qui prennent part à ce projet BUILD à la faveur des populations locales. Le syndicat des travailleurs domestiques et travailleuses de l'économie informelle, la CITESI Dignité, a initié depuis ce 26 septembre 2023 une campagne de sensibilisation sur le contenu de la Convention 189 en vue de sa ratification par l'État de Côte d'Ivoire. Cette convention, adoptée à Genève en 2011 par l'Organisation internationale du travail, vise à reconnaître les droits des travailleurs domestiques dans le monde et leur donne une existence légale. La campagne de sensibilisation a été lancée dans la commune de Yopougon, Abobo et Atekoubé. Konena Norgo, Doumbia Ayuba. Environ 81,2% des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire exercent dans l'informel. Autrement dit, ils n'ont pas accès à la protection sociale. Une situation que vient corriger la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail. Seul problème, la Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifié cette convention qui donne une existence juridique et défend les travailleurs domestiques contre les abus de leurs employeurs. À travers donc cette campagne de sensibilisation, le syndicat des travailleurs domestiques et travailleuses de l'économie informelle entend vulgariser le contenu de la Convention 189 auprès des employés et employeurs et surtout auprès des politiques en vue de sa ratification. Aujourd'hui, nous sommes là pour une campagne sur la Convention 189. La campagne consiste à expliquer, à faire comprendre le contenu de la 189 en vue de sa ratification. On ne peut pas faire une ratification sans que ceux pour qui on mène la lutte ne connaissent pas l'existence de cet instrument juridique qui les protège et qui leur donne un droit d'existence légale. À l'occasion du lancement de cette caravane de sensibilisation, la représentante du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale n'a pas manqué d'expliquer l'engagement du ministère dans la formation des travailleurs et travailleuses domestiques afin d'améliorer leurs conditions de travail. Au niveau du ministère, nous avons un projet qui est spécifiquement dédié à eux. Ça s'appelle le projet emploi de ménage. Alors dans ce projet, nous avons initié des activités, des formations pour améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs domestiques et assurer leur protection sociale au niveau du travail afin qu'ils puissent avoir un emploi décent. Nous luttons, nous prions Dieu pour qu'on puisse ratifier la Convention C189 de l'OIT pour que nos conditions de vie changent. Vraiment, c'est notre souhait et qu'on appelle l'État ivoirien pour qu'il ratifie la Convention. Rappelons que la Convention 189 de l'OIT a été adoptée depuis le 16 juin 2011 à Genève et ratifiée par 36 pays dans le monde. Note sur la question de la cherté de la vie dans cette édition. Le syndicat des commerçants, artisans et opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest et l'Union des commerçants des États de l'Afrique de l'Ouest ont co-animé une conférence de presse à leur siège à Abobo, commune d'Abidjan. Les membres de ces deux syndicats, tous des détaillants, dénoncent la flambée des prix des produits de première nécessité. Ils interpellent le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Écoutons les présidents Karamoko Swalio et Denis Bobo. Vendredi 8,
Après les murmures de la population pour dire que le riz est devenu cher, le ministre du Commerce a reçu les importateurs. Ils ont tenu une réunion concernant le riz. Ils ont donné les raisons pourquoi c'est devenu cher. Ok. Dans la déclaration du ministre, le ministre dit qu'il va associer tous les autres acteurs de la chaîne de distribution. Ils se sont rencontrés, je crois, le vendredi 8. Les autres acteurs de la chaîne de distribution, à nos grandes surprises, le lundi 11 septembre, ont fait sortir un prix plafonné qui concerne le riz et la tomate. Donc le ministre a décidé avec ses importateurs, ils ont fixé le prix, ils ont plafonné le prix de ces produits-là. Et nous avons eu l'information à travers les médias. Ok. Le constat, c'est que les prix ont augmenté. Ça part de 750 à 3500 pour certains produits sur lesquels on a un peu travaillé. Et jusqu'à présent, personne ne nous dit qui a augmenté. On nous dit seulement que oui, les commerçants doivent respecter. Mais si les commerçants doivent respecter, c'est quel prix ils doivent respecter, quel plafonnement? Celui du 16 novembre ou bien celui du 11 septembre? Pour dire quoi, commerçants? Comme je le disais en introduction, il faut qu'on s'apprête. Parce que les jours à venir là, vont être difficiles. Je vous l'annonçais en titre, un acteur du monde du numérique et de l'innovation vient d'ouvrir officiellement son siège à Abidjan. Situé dans le quartier d'Atoban à Cocody, le nouveau siège de Citec Group marque le début d'une aventure entrepreneuriale pour des jeunes passionnés de nouvelles technologies, dont celle des cartes USB permettant de lutter contre la piraterie. Walter Kofi, Valentin Kra. Le secteur de la technologie et du numérique ivoirien vient de s'agrandir avec cet acteur qui ouvre ses portes dans la commune de Cocody. Citec Group, spécialisé dans la distribution et la production de cartes USB sécurisées, a choisi comme point de départ le quartier d'Atoban, où il a été inauguré le nouveau siège. L'entreprise se positionne comme un acteur clé en matière de sécurisation des œuvres artistiques grâce à ses cartes USB dotées d'un système de sécurité de pointe. Une solution technologique innovante démontrée par Ngué Sancharles, CEO de Citec Group, dont le but premier est d'aider les artistes qui font face aux copies illicites et au piratage de leurs œuvres musicales. En Côte d'Ivoire, particulièrement en Afrique, dans chaque pays, ces chiffres sont similaires. Vous avez déjà pratiquement 2 millions de CD originaux contre 10 millions, pratiquement 10 millions de CD piratés chaque année. Et à l'issue de ça, en tant qu'entrepreneur et jeunes Ivoiriens, nous, notre première mission, c'est de trouver des solutions aux problèmes de notre société. Et nous, c'est une niche de solutions que nous trouvons. Et à chaque problème que nous rencontrons, nous essayons de résoudre le problème. Et chaque résolution de problème crée une opportunité d'affaires. Et c'est là que nous nous sommes spécialisés. Donc pour protéger les artistes contre tout fléau de piraterie, afin de pouvoir leur permettre, premièrement, de pouvoir vivre de leur art, de rendre leurs œuvres accessibles et aussi de les vendre en toute sécurité. Le produit est déjà mis à disposition et s'arrache sa part de marché, ainsi que sa clientèle, parmi laquelle le bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Je ne peux que lui dire félicitations. On a vu un peu au travers des démonstrations ce qui a été fait. Pour nous, quand on dit Burida, on voit tout de suite nos artistes, voir que leurs œuvres sont sécurisées, sont protégées. Rappelons que Citec Group est spécialisé principalement dans la conception et la distribution des produits technologiques des disques USB sécurisés. L'entreprise intervient dans plusieurs autres domaines d'activité en lien avec le numérique. Parlons à présent d'amélioration des conditions de travail des journalistes de la presse écrite en Côte d'Ivoire. La presse écrite éprouve des difficultés de divers ordres en Côte d'Ivoire. Ces difficultés de la presse peuvent être perçues comme un recul de la démocratie. Pour améliorer les conditions de travail des journalistes de la presse écrite, le ministre de la Communication
et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, en collaboration avec l'Union européenne, a lancé une étude en présence des patrons de la presse. Djekou de Silva, Augustin Kra. L'histoire de la presse ivoirienne est intimement liée à la restauration du multipartisme en avril 1990. Les premiers journaux font leur apparition sur le marché sous la houlette des partis politiques. L'époque est opportunément baptisée le printemps de la presse. 33 ans après, le constat est amer. La presse écrite éprouve des difficultés de divers ordres en Côte d'Ivoire. Et c'est pour améliorer les conditions de travail des journalistes de la presse écrite qu'Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, en collaboration avec l'Union européenne, a lancé une étude. Les acteurs de la presse donc en Côte d'Ivoire, depuis que nous avons pris cette charge, sollicitent très souvent donc un appui de l'État pour les accompagner. L'État a déjà fait cet effort-là, notamment un accompagnement à l'impression qui a permis sur une période d'environ 3 ans d'investir un peu plus de 2 milliards, entre 2 milliards et 2 milliards 300 donc, comme accompagnement de la presse. Nous avons estimé qu'il était important de faire déjà un bilan de cet appui, mais surtout de bien comprendre tout l'écosystème de la presse. Donc on a décidé de financer, de lancer cette étude avec les ministères suite à une série d'entretiens qu'on a eu avec M. le ministre qui a justement manifesté l'intérêt du ministère de comprendre mieux quelle pourrait être la viabilité de la presse écrite et quelles pourraient être les perspectives de développement de la presse écrite. Et donc là, suite à une série de rencontres, on a décidé justement de soutenir les ministères pour lancer cette étude. Alors, il y aura évidemment plusieurs approches. Une approche importante, c'est évidemment de voir comment s'effectue la gestion et comment on peut l'améliorer. Donc ça c'est un axe qui nous a été fortement suggéré pour la conduite de cette étude et lié évidemment à cet aspect de gestion, donc de structuration de la capacité de gestion, tout ce qui concerne aussi évidemment la révolution numérique. À cette réunion de l'étude pour l'amélioration des conditions de travail de la presse, il a été mis en place un comité de suivi. Composé de 11 membres, ils auront la lourde responsabilité de représenter le monde de la presse lors de la réalisation de l'étude. Puis le FISAT, Forum international et Salon africain des transports, est un espace d'exposition, d'échange et de promotion par l'excellence destinée aux professionnels du transport et de la logistique. La cérémonie consacrée au lancement de la 7e édition du Forum international et Salon africain des transports a été organisée. Des détails dans cet élément que signent Mondésir Nascimento et Doumbia Yuba. Après 6 années d'organisation, notamment au Maroc et en Côte d'Ivoire, le FISAT, Forum international et Salon africain des transports, prend une autre tournure. Précédemment tenu au Sofitel Hôtel Ivoire, le FISAT aura lieu cette année au Parc d'exposition d'Abidjan. Une 7e édition qui confirme la maturité de ce forum avec comme thème principal modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures, durabilité, sécurité, digitalisation et employabilité des jeunes. C'est autour de ce thème qu'auront lieu les débats avec à la clé 17 panels. Oui, c'est un thème qui est long. Il peut sembler beaucoup trop long. Mais quel thème pertinent. Laquelle de ces questions, mesdames et messieurs, pouvons-nous nous permettre d'éluder pendant ce type de cérémonie, ce type d'activité scientifique, il ne faut pas l'oublier. Lequel de ces thèmes pouvons-nous éluder? Je pense que nous avons la responsabilité de toucher l'ensemble de ces problématiques et d'essayer d'apporter des contributions et des pistes de solutions. La Côte d'Ivoire, dans son plan de développement, s'est dotée de politiques et d'infrastructures favorables aux transports multimodaux. Ainsi donc, les acteurs du transport national, les experts, les transporteurs et logisticiens internationaux vont échanger sur les enjeux actuels du transport. Quand on parle du modernisme du transport, c'est quelque chose d'évident. Aujourd'hui, le ministère des Transports a fait de ce secteur-là, je dirais, a mis en place la digitalisation dans le secteur.
Et il y a encore beaucoup de défis qui arrivent. Parce que comme vous le savez, on va avoir beaucoup de modes de transport à Abidjan. Vous prenez le métro qui va venir, le BRT qui va arriver, l'organisation existante. Ça va nécessiter que le digital s'intègre davantage. La commission de la CEDEAO, par ma voix, affirme son soutien en accordant une subvention à la 7e édition du Forum international et Salon africain des transports, FISAT, qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2023. La 7e édition du FISAT, c'est 60 stands pour découvrir les innovations, des expositions de véhicules, des opportunités de networking B2B et le traditionnel gala de clôture. L'institution IRMA a lancé officiellement sa rentrée au titre de l'année 2023-2024, année scolaire, dans ses locaux à Grand Bassam. Une rentrée marquée par un rassemblement autour du drapeau ivoirien, occasion pour les premiers responsables de l'institution de présenter aux élèves et à toute l'administration réunis leurs attentes pour l'année scolaire 2023-2024. Pierre Tebeu, Nicolas Angwa. Nous demandions à nos amis du primaire de faire encore 100% au CEPE comme ils l'ont fait l'année dernière. Donc encore félicitations. Nous avions demandé à nos amis de la 3e d'en faire autant en imitant leurs petits frères du CM2. Ce lundi 25 septembre 2023, tous les élèves de l'Institut Raji Anne-Marie de Grand Bassam IRMA sont rassemblés autour du drapeau national. C'est le traditionnel rassemblement de toutes les parties prenantes, les élèves, l'administration et les enseignants. C'est une rentrée scolaire 2023-2024 toute particulière que souhaitent les responsables de l'administration de IRMA aux différents élèves, surtout à ceux qui passeront leurs examens officiels de fin d'année. Aux nouveaux apprenants, l'administration n'a pas hésité à leur souhaiter le traditionnel Akwaba. La présidente du conseil d'administration du groupe FEDEL, dont fait partie IRMA, Manuela Oulo, a engagé tout le monde à se lancer résolument au travail pour que cette nouvelle année soit la meilleure possible, surtout dans le respect du règlement intérieur de l'Institut. IRMA de Grand Bassam est une école d'excellence qui a eu 100% au CEPE et également 72% au bac et plus de 90% au BPC. Donc l'objectif de ce jour était d'encourager les élèves à continuer ainsi et de féliciter également le corps professoral qui fait un travail formidable afin que IRMA reste ce fleuron national et garde son positionnement en termes d'école d'excellence à Grand Bassam et en Côte d'Ivoire. Les rappels, les instructions, les conseils et surtout la lecture du règlement intérieur à l'intention des apprenants ont fait l'objet de ce rassemblement. Un moment important pour la bonne marche de l'école. Ce matin, nous adressons ces différents mots d'excellence et surtout de discipline et de rigueur qui ont fait de cette école une renommée nationale et internationale. Vraiment, depuis que je suis ici, je me concentre beaucoup plus. Le travail vraiment s'est amélioré. J'étais parmi les 5 premiers de ma classe. L'enseignement ici est vraiment rigoureux, strict et bien encadré. C'est vraiment excellent. L'Institut Raji Anne-Marie de Grand Bassam offre un cadre idéal pour les apprenants. Une salle multimédia, une cantine, un dortoir, un réfectoire, une salle de sport et un aire de jeu. IRMA de Grand Bassam reçoit tous les élèves de la maternelle à la terminale. En image, pour finir, la Kikot Hydropower Company, nouvelle société dans le secteur de l'hydroélectricité au Cameroun, a été lancée ce 25 septembre 2023. La société a pour objectif de construire un nouveau barrage hydroélectrique à l'horizon 2030. Le barrage annoncé comme le plus grand jamais construit au Cameroun est destiné à résoudre l'épineux problème d'approvisionnement en énergie électrique au Cameroun.
Le début des travaux de construction du barrage est annoncé pour fin 2025. Voilà qui met un point final à cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa, votre télé utile. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne suite au programme.